Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bonne année 2026, et oui, l'année 2025 vient de se terminer, vous savez ce que ça veut dire, c'est le moment du top flop 2025. Et là, on vient d'évacuer un peu le sel dans le flop 15, on va pouvoir aborder le top 15 tranquillement. Numéro 15. J'aurais quelques questions à vous poser, monsieur, mais ce sera pas long, ne vous inquiétez pas. Mais nous ne sommes pas tenus de collaborer avec la police. Nous n'avons aucun lien avec votre monde et... Chien 51. Alors oui, c'est un film qui a pas mal de défauts, notamment dans la construction de son univers et dans un petit peu le déroulé scénaristique, mais je trouve quand même que, en tant que film de science-fiction, je trouve qu'il apporte quelque chose, qui rend bien des nouveautés, de l'innovation. Et un film de science-fiction français, vous savez que j'encourage les films de genre français, je trouve que pour un film de genre français, il s'en sort plutôt très bien. Numéro 14. Diplodocus. Alors, je vous avoue que c'est un film d'animation duquel je n'attendais pas grand-chose, autant dire que même j'en attendais rien. Et il m'a très agréablement surpris. C'est un film qui est assez méta dans le côté création artistique, dans le côté rapport du dessinateur avec ses œuvres. Et j'ai trouvé que c'était fait de manière assez poétique, assez touchante, assez intelligente. C'est un film beaucoup plus créatif qu'il en a l'air et franchement, je vous le conseille. Numéro 13. Brûle le sang. J'ai trouvé que c'est un film assez immersif sur l'ambiance de certains quartiers, de certaines, je vais pas dire mafia, mais certains côtés criminels en fait à avoir. Il y a beaucoup de jeux sur les caméras que j'ai trouvé assez saisissants. Je me souviens par exemple du plan du début avec ce plan au-dessus du camion où on va suivre le tracé alors qu'il y a un cadavre dans le camion. J'ai trouvé ça assez intéressant comment la caméra est maniée pour nous faire ressentir la tension, nous faire ressentir certains dangers. C'est un film qui, je trouve, est plutôt bien géré de ce côté-là. Numéro 12. La plus grande aventure de vos vacances commence bientôt. C'est noté dans le calendrier, grand Schtroumpf. Merci, Schtroumpf calendrier. Les Schtroumpfs, le film. Je suis tout aussi surpris que vous. Non, j'ai trouvé que ce film-là était beaucoup plus créatif que les autres films de Schtroumpf. Je trouvais qu'ils ont beaucoup plus joué sur la côté animation. J'en attendais vraiment pas grand-chose. Et encore une fois, ce fut une très bonne surprise. Du coup, on collectionne des bonnes surprises, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé cette version des Schtroumpfs et je pense que faudrait un petit peu rester dans cette direction-là. J'ai adoré la scène où on a enchaîné plusieurs styles d'animation. Il joue en plus avec le côté à la fois dimension et manière de représenter. Non, franchement, j'ai trouvé que le film, je trouve, apportait vraiment quelque chose de créatif et d'artistiquement bien parlant. Numéro 11. L'homme qui rétrécit. Alors, j'aurais bien voulu le placer plus haut, mais disons que l'intrigue a un peu de mal dans sa première partie. Il est un peu laborieux dans sa première partie, mais alors à partir du moment où Jean Dujardin est dans la cave, je trouve que ça s'enchaîne beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide, on est beaucoup plus pris dans l'intrigue, les jeux avec l'araignée, avec justement le fait qu'il continue de rétrécir et continue, et donc que les menaces autour de lui deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus dangereuses. Je trouvais que c'était très bien joué de ce côté-là. J'ai beaucoup aimé cette version de l'homme qui rétrécit de Yann Kounen. Ça m'a donné envie de découvrir la version des années 50. Mais j'ai trouvé que vraiment le côté kafkaïen de l'homme qui rétrécit, c'est surtout ressenti dans la deuxième partie. Numéro 10. Il est temps de mettre à exécution mon plan machiavélique. Et la terre m'appartiendra. Daffy et Porky sauvent le monde. Je vous avoue que c'est plus par nostalgie qu'autre chose.
parce que en fait, avec Daffy et Porky sauvent le monde, j'ai vraiment retrouvé ce côté sa cartoon, hein, je suis désolé, ce côté cartoon de la Warner Bros. Que j'avais pas vu depuis très longtemps, et c'est un humour qui me parle, c'est un humour qui me touche vraiment. En plus, je trouve que le duo Daffy et Porky fonctionne très bien. C'est le Bugs Bunny m'a un peu manqué. Je vous avoue que Bugs Bunny m'a un peu manqué dans ce film, mais j'ai trouvé que c'était très bien. En plus, il y a une espèce de rebondissement scénaristique que j'ai trouvé très amusant. Mais non, franchement, Daffy et Porky sauvent le monde, ça m'a vraiment replongé dans le sac à dos, dans cet humour très absurde, très cartoonesque. J'adore le personnage de Daffy Duck. J'adore en plus, la romance qu'ils installent entre Porky et j'ai plus le nom du personnage féminin, mais celle qui teste les différents cafés. J'ai trouvé que c'était très bien fait à ce niveau-là. Non, il m'a eu ce film, il m'a eu. Je suis replongé en enfance avec ce film. Numéro 9. Merci d'avoir choisi Photo Express. Paddington 3. Alors, c'est le moins bon des Paddington. On va pas se mentir. C'est de tous les des 3 Paddington, c'est le moins bien abouti. Mais il reste quand même un film tout à fait charmant, avec le personnage de Paddington qui est très attachant. La saga Paddington, c'est une des sagas qui m'a le mieux surpris, parce que je m'attendais pas à autant de créativité visuelle. Celle-là, malheureusement, regorge moins. Tu sens qu'il y a moins ce côté un peu jeu avec les couleurs, ce côté un peu création visuelle, à part peut-être pour le monde des ours, peut-être avec la marmelade. Mais j'ai trouvé que l'intrigue était dans la droite lignée des Paddington, qu'on reste dans un esprit assez enfantin, mais qui n'est pas débile pour autant. Avec des personnages très attachants, avec une espèce d'évolution de la famille de Paddington, qui reste dans une certaine logique, même si ça perd un peu de son charme, puisque les enfants sont devenus grands maintenant. Mais ça n'empêche pas. J'ai trouvé aussi que le jeu avec l'orphelinat était très bien fait aussi, avec une espèce de surprise qui est assez drôle, il faut dire. Paddington 3, c'est le moins bon des Paddington, on est d'accord. Mais ça reste quand même un assez film charmant qui est bien pour toute la famille. Numéro 8. Quand on tue un homme pour se venger, on ne revient plus en arrière. Ça colle à la peau, pour la vie. Cette voix dans la tête qui n'arrête pas de répéter. Purée, c'était trop bien. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Et en parlant de retomber en enfance, qu'est-ce que ça fait du bien? Oh, qu'est-ce que ça fait du bien? Alors, je sais pas si c'est un des As qui a réalisé ce film. Moi, j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur que ce film soit une espèce d'énième requel où on ressort une vieille licence pour finalement pas faire grand-chose avec. Qu'est-ce que je suis content de m'être trompé. Oh là 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 là. Oh, mais c'est totalement mon humour, ce film. Alors, il va pas plaire à tout le monde. Il va pas plaire à tout le monde, j'en ai conscience. Mais j'ai retrouvé totalement le côté absurde, le côté assez cartoonesque du film que j'avais apprécié dans les Hot Shots, par exemple. J'avais adoré dans les Hot Shots, pour moi, sont les meilleurs films parodiques qui ont été créés. Et j'ai retrouvé un petit peu cette vibe Hot Shot avec beaucoup de scènes absurdes en mode, ouais, prenez une chaise. Non, c'est bon, j'en ai plein chez moi. C'est vraiment, j'adore, c'est mon humour, ça, c'est, où il joue en plus sur le côté un petit peu, c'est les nouvelles générations, avec en plus, ils ont fait un truc avec O.J. Simpson qui était plutôt pas mal, parce que, pour ceux qui savent pas, O.J. Simpson avait joué dans les premiers Y a-t-il un flic, et quand arrive un personnage où ils pleurent tous les cadres de leur père, avec les anciens castes de Y a-t-il un flic, ils arrivent sur le portrait de J. Simpson, et là, l'acteur qui était censé être son fils, il fait, non. non, c'est génial, c'est pas parfait. Il y a certains gags qui sont un peu lourdeaux, certains gags qui traînent un peu trop en longueur.
c'est pas le meilleur Y a-t-il un flic, ou c'est pas le meilleur film parodie que j'ai jamais vu. Mais ça fait du bien de retrouver une espèce de veine de ce qui faisait qu'on aimait ce genre de film. Vous savez, je suis beaucoup plus team Hot Shot et Y a-t-il un flic que team Scary Movie, par exemple. J'ai beaucoup de mal avec les Scary Movie. Mais franchement, si vous aimiez les Hot Shots, je vous conseille Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Franchement, ça vaut le coup. C'était un caméo de Batista, mais il y a plein de trucs absurdes, il y a plein de trucs. La scène avec le bonhomme de neige, la séquence du bonhomme de neige, bordel de merde. Numéro 7. Pendant des siècles, nous avons envoyé des messages dans l'univers en espérant une réponse. En 2024. Elio. Ça fait du bien de voir que Pixar continue malgré tout de tenter d'être original, de tenter d'être créatif dans les films qu'ils proposent, surtout avec le traitement que leur fait Disney. Je rappelle qu'à un moment donné, Disney ne voulait plus que les Pixar sortent leurs films au cinéma, mais voulait qu'ils sortent leurs films sur leur plateforme Disney+, uniquement. Et ben, ça fait du bien de revoir un Pixar cinéma, un bon Pixar pour le coup, parce que Elio, ça reste une très bonne créativité. Une bonne créativité sur le monde extraterrestre que l'on va explorer. Puisque ce monde extraterrestre va regrouper plusieurs civilisations qui ont chacune leur particularité et chacune leur capacité. Et donc, ça va donner un univers assez unique, je trouve, une espèce de mélange qui est plutôt bienvenu. J'ai trouvé qu'on avait retrouvé aussi une bonne écriture des personnages, notamment l'amitié entre Elio et, alors je n'ai plus le nom de la chenille extraterrestre là, qui rend plutôt bien. Ça parle de conflit générationnel, ça parle du fait de ne pas savoir suivre la voie de son père. Ça parle aussi du deuil, parce que Elio, c'est quelqu'un qui veut être embarqué par les aliens, parce que quelque part, il y a ses parents qui lui manquent. Ça aborde plusieurs thématiques que j'ai trouvé assez touchantes sur les relations entre les enfants et leurs parents, ou le fait de savoir se montrer à la hauteur ou pas de ce que les autres attendent de nous. Je suis aussi content que le film ne tombe pas dans certains clichés, j'avais un petit peu peur de ça, mais le film a su très bien les éviter. Et pour le coup, même si je préférais les méchants, qui étaient vraiment méchants dans les anciens Disney, j'ai bien aimé comment le traitement de l'antagoniste principal n'a pas été un traitement... En fait, je pense que si ça avait été un méchant absolu, je pense que j'aurais été un peu déçu. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un traitement assez subtil. C'est-à-dire, ça reste un grand méchant, mais on ne perd pas sa substance, mais on en fait quelque chose d'un peu plus subtil, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait à ce niveau-là. Numéro 6. T'es qui, toi? Arco. Parce que s'il n'y avait pas eu de film d'animation français, ça n'aurait pas été mon top. Qu'est-ce que je peux dire sur Arco? Il suffit juste de voir le film. C'est un film, déjà en termes de visuel, non seulement il est beau, mais en plus il y a un travail sur les couleurs qui est extrêmement charmant, qui est extrêmement bien travaillé. On sent que c'est un film qui se base beaucoup sur la couleur, ce qui est normal parce que Arco se sert d'un arc-en-ciel pour se déplacer. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce côté couleur de l'arc-en-ciel. Il y a aussi... J'ai l'impression que c'est un film qui s'est beaucoup inspiré de films d'animation japonais, ou qui s'est beaucoup inspiré de films de Miyazaki. Je le ressens notamment au niveau des personnages des trois frères, qui sont avant présentés comme des antagonistes. On a l'impression que ça va être une bande d'idiots mais méchants. Puis finalement, voir que ce ne sont pas vraiment des méchants, ils sont certes bêtes, mais c'est surtout des gens... qui veulent voir qu'ils ne sont pas fous, qui veulent connaître la vérité parce qu'ils ne sont pas fous. Alors, il y a une espèce de boucle temporelle, j'ai toujours un peu de mal avec le concept de, elle a eu cette idée parce que une personne du futur lui a apporté cette idée, mais si elle n'avait pas eu cette idée par la personne du futur, comment elle l'a eu dans le présent? J'aime pas ce genre de boucle, c'est un petit peu ce qui me fait un peu baisser au niveau de l'intrigue. Je trouve que l'intrigue n'est pas parfaite, mais c'est vraiment quelque chose de secondaire
par rapport à toute la beauté visuelle qu'apporte Arco, par rapport à toute la créativité qu'il nous propose, par rapport aussi au traitement des personnages. Là encore, on évite des clichés. Là encore, on évite un peu certains points scénaristiques, même si y en a d'autres dans lesquels on tombe, genre les parents absents. Quoique, j'ai trouvé que la manière dont ils ont représenté l'absence des parents dans ce film, la manière dont les parents ne comprennent pas leur enfant, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait parce que ça part du principe qu'on est dans un monde futuriste, qu'on est dans un monde où la technologie a prévaut. Et donc, du coup, nous donner des parents qui, en fait, ne viennent que de façon holographique voir leur enfant, je trouvais que c'était plutôt malin comme idée. Je trouvais que c'était innovant, la manière de représenter l'absence des parents. Mon personnage préféré du film, c'est le robot. Le robot qui sert de doudou aux enfants et la manière dont il est traité, ça, je spoil rien, mais j'ai versé de larmichette, je vous cache pas. Mais il est numéro 6 de mon classement. C'est pas le meilleur film d'animation français qu'on a eu cette année. Numéro 5. Pendant 2 heures, vous êtes tous à moi. Faut dire que j'ai toujours été un peu moins évolué. Alors on reprend du début, d'accord? Better Man. Un truc qui fait que, généralement, je ne suis pas attiré par les biopics, c'est que généralement, les biopics, déjà se contentent juste de raconter l'histoire de l'artiste, mais en plus, sont assez, complaisants avec l'artiste dont ils racontent l'histoire. Je veux dire, généralement, comme les biopics sur des artistes, sont des biopics produits par la famille, ou la famille de l'artiste en question a un regard sur ce qu'ils vont produire. Quand c'est pas l'artiste en lui-même, généralement les films biopics m'attirent pas parce que ça va être un biopic, on veut mettre en valeur l'artiste en question. Et c'est là où je trouve que Better Man se différencie de tous les autres biopics parce que c'est Robin Williams qui est en charge du projet. Je crois qu'il est producteur et je crois qu'il est scénariste aussi. Et c'est lui-même en plus qui s'interprète lui-même dans le film. Alors même si c'est plus compliqué que ça parce que en fait dans le film Better Man, Robbie Williams s'est incarné en chimpanzé pour représenter que lui-même n'a pas évolué par rapport aux autres êtres humains. Et alors que tous les ingrédients étaient réunis pour montrer un film très complaisant avec Robbie Williams, un film qui mettrait en valeur Robbie Williams, j'ai été agréablement surpris de voir que ce n'était pas le cas. Je veux dire, ce film n'hésite pas à montrer Robbie Williams comme une espèce de petit con, une espèce de petit con prétentieux qui n'était pas le meilleur membre de son boys band, qui même a dû faire des sales coups pour tenter de se faire remarquer alors qu'il n'avait pas les talents de ses collègues. Moi, ça l'a rendu encore plus attachant. Je me suis dit, putain, le gars, il se défonce dans son film. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est extrêmement critique envers lui-même. Et du coup, déjà, c'est un peu plus appréciable parce que on ne suit pas quelqu'un dont on ne voit que les qualités. On ne suit pas quelqu'un qui est montré comme le saint ultime. Non, on suit quelqu'un qui a ses défauts, qui des fois se comporte vraiment comme un connard, mais qui du coup rendent ses qualités bien plus vraies, qui rendent ses combats bien plus vrais, qui rendent ses douleurs bien plus vraies. En plus, je trouve que les musiques utilisées dans ce film sont très bien choisies et très bien utilisées. Il y a toute une créativité visuelle sur la manière dont les chansons sont utilisées, ne serait-ce que la séquence... comment elle s'appelle cette chanson vous savez la chanson qui fait na 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 na. I don't wanna ride, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. Ça, c'est aidé par le fait que que Robin Williams ait choisi de s'incarner en singe, et du coup, ça permet une meilleure créativité visuelle, ça permet une plus grande liberté, j'ai l'impression, pour faire des trucs avec Better Man.
Je pense notamment à la séquence du grand concert où il affronte plein de versions de lui-même. Ça aussi, ça montre aussi quelque chose, c'est que Robin Williams, c'est quelqu'un qui a tellement conscience de ses défauts qu'il a fini par se haïr lui-même, et ça a donné une séquence que j'ai trouvée dantesque, où ça va jusqu'à assassiner sa propre version enfant. C'était génial cette séquence. Ce film n'hésite pas à être créatif visuellement pour montrer les troubles de Robin Williams, pour montrer les défauts de Robin Williams, pour montrer ses douleurs, pour montrer ce par quoi il passe, pour montrer sa mentalité, sa psychologie. J'ai trouvé ça extrêmement bien, et j'ai trouvé ça aussi que le traitement du côté de la relation qu'il a avec son père. Alors, son père qui est un peu montré comme un trou du cul, mais montré qu'il l'aime quand même, quoi. Que même si son père lui en a fait voir de toutes les couleurs, même si son père ne s'est intéressé à lui qu'au moment où il était une star, bah ça reste son père, il aime quand même, quoi. J'ai pas senti quelqu'un dont on a voulu me glorifier à portrait de façon artificielle. J'ai senti qu'on me racontait réellement la vie de quelqu'un, et je trouve que ça se fait de plus en plus rare dans les biopics. Moi, honnêtement, je vous conseille Better Man. C'est vraiment le biopic le plus vrai que j'ai vu depuis un bon moment. Numéro 4. « 28 ans plus tard. » Ah, il est resté dans mon top 1 pendant pas mal de temps, lui. Mais il a été détrôné par des films plus récents. 28 ans plus tard, j'ai trouvé que j'avais un peu peur de 28 ans plus tard parce que c'est toujours dans cette mode des requels, vous savez, des suites qui se déroulent plusieurs années plus tard. Je ne sais même pas si 28 ans plus tard prend en compte 28 semaines plus tard. Je crois que non, parce que 28 semaines plus tard nous introduisait le fait que l'infection se déroulait maintenant en dehors de l'Angleterre, alors que 28 ans plus tard nous signifie bien que l'Angleterre entière a été mise en quarantaine pour que l'infection ne se propage pas. Bref, en fait, ce que j'ai adoré dans 28 ans plus tard, c'est une nouvelle manière de traiter l'infection. C'est-à-dire que là, nous ne sommes plus face à des infectés, nous sommes plus face à une sorte d'apocalypse zombie, nous sommes face à littéralement un peuple. En fait, j'ai trouvé que ce film se rapprochait un petit peu de Crost, pas dans le sens où les zombies deviennent sadiques, mais dans le sens où les zombies maintenant ont leur propre société, ils ont leur propre intelligence, ils ont leur propre hiérarchie. Genre, on a les zombies rampants, on a les zombies qui courent, on a les zombies alpha. Et ça donne quelque chose, mine de rien, ça apporte quelque chose. Et surtout qu'en plus, le film se met dans une véritable ambiance de film de guerre, avec beaucoup de tension, avec beaucoup d'actes qui nous feraient penser à ça, avec un côté très poisseux. C'est un truc que le film a très bien travaillé. Le film a un côté glauque, il a un côté poisseux, il a un côté sale. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'il voulait mettre en avant, c'est le côté sale de cette infection qui devient littéralement un film de guerre. Littéralement un film de guerre parce qu'en plus il y a cette espèce, vous savez, dans la bande-annonce, il y a l'espèce de voix à la radio qui a un rythme particulier et où on a des espèces de battements, où on voit des images de films de guerre à l'écran. Il y a vraiment un traitement comme ça qui donne en plus une espèce d'ambiance anxiogène qui monte petit à petit. Un truc que j'ai beaucoup aimé dans 28 ans plus tard, c'est la contre-utilisation de certains éléments. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains éléments qui pourraient nous paraître glauques, mais qui au final le sont montrés de manière, j'ai envie de dire, poétique. Qui sont montrés de manière, je veux dire, où finalement c'est des choses apaisantes. Et pourtant le film n'est pas dans le côté onirique. Il n'y a qu'une seule scène qui se permet d'être onirique. Il n'y a qu'une seule scène qui se permet d'être belle visuellement. Mais le film passe son temps à donner quelques points glauques qui en font au final quelque chose de beau. Sans parler des choses qui étaient attendues dans ce genre de film, à savoir la montée de la tension, le travail d'attention, la course sur le petite bande de terre qu'ils doivent traverser pour échapper à un alpha qui les course. Déjà, j'ai trouvé que c'était une excellente manière d'introduire à quel point l'alpha, c'est un zombie vraiment dangereux.
Enfin, un infecté vraiment dangereux. Et franchement, j'aurais vraiment hâte de voir la suite, mais malheureusement, c'est Nia DaCosta qui va réaliser 28 ans plus tard 2. Nia DaCosta, c'est celle qui avait fait le remake de Candyman, qui était atroce. J'ai vraiment pas confiance en la suite, mais bon, j'espère me tromper. Mais en tout cas, en attendant, je vous conseille vraiment 28 ans plus tard. Je trouve que c'est une manière de traiter l'invasion, la zombie-apocalypse, qui est à la fois originale et qui garde ce côté prenant. Et en plus, dès le départ, on bute des gosses. C'est donné le niveau, le ton qui est donné dès le départ, quoi. Numéro 3. Je m'appelle Ray Garati, tu peux m'appeler Ray. Moi, c'est Peter McVries. Moi, c'est Hank Olson et la marche, c'est mon truc. Marche ou crève. Alors, j'aimerais déjà rétablir une chose, c'est que on parle de ce film comme étant un Battle Royale. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que un Battle Royale, par définition, c'est le concept du Battle Royale, c'est qu'on doit on doit s'entretuer les uns les autres pour survivre. Là, c'est pas tellement une question de s'entretuer qu'une question de survivre plus longtemps que les autres. D'être plus fort que les autres, en fait. Ça n'implique pas de se tuer, ça n'implique pas de se faire des crasses, ça n'implique pas de se piéger. Ça implique juste que, il faut être plus résilient que les autres participants. Et c'est assez compliqué de faire un film qui reste prenant, qui reste qui arrive à te tenir juste avec un concept de personnes qui doivent marcher jusqu'à la mort. Mais je trouve que malgré tout, le film y parvient. Le film parvient à nous maintenir à la fois on est attaché à ces personnages et on a l'impression vraiment d'être avec une bande de potes. Et quand t'arrives à un certain moment du film, j'avais pas envie de voir disparaître tel ou tel personnage. Et du coup, c'est encore plus impactant quand le personnage en question meurt. Surtout quand on voit ces espèces d'alliances, ces espèces d'amitiés qui se créent, ces dialogues qui font toujours vrai, ces dialogues qui continuent tout le long. Et on est dans une espèce d'ambiance où on essaye d'être attaché aux personnages, on s'attache aux personnages même si on sait qu'ils vont finir par mourir les uns après les autres. Surtout qu'en plus j'ai l'impression que les morts ont été extrêmement bien gérés parce que il y a certains personnages, je m'attendais pas à les voir ou bien mourir si vite ou bien mourir à ce moment-là. Je pense notamment à la première mort du film. Je pensais que, c'est la première mort du film, c'est alors qu'on nous a introduit le personnage, alors qu'on s'est dit alors lui c'est le petit jeune, lui il va sans doute tenir un peu avant de se faire tuer. Pas du tout, c'est le premier mort. Et en fait c'est aussi ça, le film arrive à très bien construire le fait que n'importe qui peut mourir à n'importe quel moment. Et alors surtout un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film c'est très bien géré les côtés glauques qui vont arriver à ces personnages. Et ça donne des fois des scènes atroces à regarder, je pense. Alors, moi qui ai eu une triple fracture de la cheville gauche, voir le mec marcher sur son os parce que il s'est brisé la cheville et que... c'est horrible! Et c'est ça, le film arrive à très bien mélanger ces instants d'amitié, ces instants charmants, ces instants où on a envie de s'attacher au personnage, avec des instants assez glauques, assez atroces, assez difficiles à soutenir visuellement. D'ailleurs, si vous êtes sensible à tout ce qui est caca, faites gaffe. Il y a eu, je dis pas que c'est tout le long du film, mais il y a 2-3 scènes qui risquent de vous faire vomir. C'est ça aussi, le film ne t'épargne rien. Le film a pensé à tout en ce qui concerne tout ce qui va arriver au personnage. Et on sent que ce film ne voulait pas faire de gagnant, Bon, même s'il y a une espèce de twist scénaristique à la fin, voilà, on se ce genre de choses, mais j'ai même pas senti ce twist comme une victoire, en fait. J'ai plus senti ça comme, c'est terminé, je me défoule une dernière fois avant de faire un baroud d'honneur, quoi, en fait. C'est ça le truc. Et donc, le film est arrivé à me maintenir tout le long avec ça, et j'ai trouvé qu'il l'a fait de manière honnête, de manière efficace.
J'ai vraiment été emballé, j'ai vraiment gardé mon attention tout le long, en espérant que tel personnage ne parte pas, en espérant que on ne perde pas un tel ou un tel, mais que finalement, bah, on le perd d'une certaine façon héroïque, certaine façon horrible, et ça m'a pris quand même, ça reste un film qui arrive à te prendre. Alors qu'en plus, t'es investi là-dedans, alors que tu sais que les personnages vont finir par mourir. C'est là où le film est très fort. Il arrive à te donner de l'espoir pour certains personnages, alors que tu sais qu'à la fin, il en restera qu'un. C'est dire à quel point ce film est qualitatif. Numéro 2. Ça y est, je suis muté à Paris. C'est là que tout se passe. Provinciaux. Si l'écriture ne marche pas, je pourrais me remettre à enseigner. Et être malheureux devant ton tableau jusqu'à la fin de tes jours? Eh ben, c'est pas comme ça qu'on va devenir célèbre. Hein. Marcel et Monsieur Pagnol. Il n'y a qu'un seul défaut à ce film, c'est la manière dont le gamin est géré. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le gamin, l'espèce de gamin fantôme qui intervient de temps en temps, je trouve qu'il gâche un peu l'histoire, je trouve qu'il n'a rien à faire ici en fait. Je trouve que ces interventions dénaturent un petit peu ce que doit être le film. Parce que qu'est-ce que doit être le film? Bah, le film Marcel et Monsieur Pagnol, c'est un film sur la vie de Marcel Pagnol. Et vous savez, c'est très compliqué de faire un film sur la vie tout entière d'une personne. Mais je trouve que Marcel et Monsieur Pagnol se réussit très bien à l'exercice. Il se réussit très bien à l'exercice, notamment parce que la mise en scène de Monsieur Sylvain Chomet, et je comprends pourquoi il a voulu en faire un film d'animation, arrive à faire en sorte que on suive les péripéties de Marcel Pagnol de manière totalement fluide. Faut savoir que Sylvain Chomet, il a un style d'animation particulier. C'est du cartoon triste. C'est pas du cartoon énergique, c'est pas du cartoon qui va aller à fond à l'heure pour te faire rire. C'est plutôt un cartoon absurde, mais qui a un rythme plutôt lent. Et tu sens que Sylvain Chomet avait besoin de faire ce genre de choses pour raconter la vie de Marcel Pagnol, ne serait-ce que dans le côté un petit peu, je me souviens par exemple cette scène où les personnages arrivent à la gare de Lyon, mais qui pensent qu'ils sont à Lyon. Tu vois, c'est ce genre de scène que Sylvain Chomet a besoin de faire en scène d'animation, parce que ça rend encore mieux, ne serait-ce que les négociations avec Rému, le fait que Rému ne croyait pas d'abord en l'acteur alsacien pour jouer Marius, et que finalement, quelques semaines plus tard, il dit « Ouais, ben je t'avais dit que Alsacien c'était très bien, il suffit juste qu'il s'adapte. » Je suis peut-être pas objectif parce qu'on parle quelque chose de ma région, forcément il y a une espèce de fierté, quoi. Il y a une espèce de fierté du fait que, on parle d'une des plus grandes personnalités du cinéma français et qui vient du sud de la France. Mais je pense pas qu'il y ait que ça. Je pense qu'il y a un véritable côté conte, un côté parcours d'une personne qui est assez prenante, quoi. Et en fait, le fait que ce soit fait en animation fait qu'on accepte encore mieux certains passages qui sont pourtant inspirés de la vie réelle de Marcel Pagnol, mais qui, si on les raconte comme ça, ferait un peu absurde. Je pense notamment au mouton, le mouton qui s'est retrouvé intoxiqué et qu'ils ont dû enterrer, mais qui ne voulait pas en faire de la viande, quoi. En plus, j'ai trouvé que ce film abordait certaines thématiques. Alors, il y a certaines thématiques, forcément, on aurait eu droit, genre la Seconde Guerre mondiale, le côté du nazisme, ça c'était attendu. Mais il y a certaines thématiques que je ne m'attendais pas à voir dans ce film de Pagnol et que j'étais très agréablement surpris de voir. Ne serait-ce que le côté protection du cinéma français. Le fait de ne pas se laisser envahir par le cinéma américain, c'est abordé dans ce film et c'est abordé de manière très intéressante, de manière très juste. Et je suis très content encore une fois que le cinéma d'animation français montre une nouvelle fois que nous sommes les meilleurs dans ce domaine, tout simplement. C'est indiscutable, en fait. Il y aurait juste pas eu ce gamin qui intervient beaucoup trop de fois, et pour moi, ça aurait été un excellent film. Et je ne comprends pas comment ça se fait que Marcel et Monsieur Pagnol se soient fait autant défoncer par la critique de Cannes. Alors que franchement, pour moi, c'est un excellent film. Je sais pas, peut-être que la critique de Cannes n'a pas apprécié le discours sur le cinéma américain, peut-être. Enfin, pour moi, ça reste un excellent film que je vous recommande chaudement. Et merci, Monsieur Chomet. Et le numéro 1 du top 15 de 2025 est... Donc on vit dans la même ville? Tu vas m'inviter à dîner ou pas? T'aimerais que je le fasse? Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Un onion ring? Merci.
C'est le seul anneau que tu m'offriras jamais. A Big Bold Beautiful Journey, ou une grande et merveilleuse aventure. Alors, c'est pas un film avec beaucoup de péripéties. C'est pas un film avec une intrigue complexe qui va raconter quelque chose de profond. Non, l'intrigue est simple. C'est un film qui parle d'amour, qui parle d'une histoire d'amour. Et ça faisait longtemps qu'un film romantique, à la fois romantique et fantastique, parce qu'en plus ça passe par certains concepts irréels, ce qui en fait, ce film c'est un conte de fées. C'est un conte de fées qui parle d'amour. C'est un conte de fées qui parle de comment deux personnes qui ont renoncé au bonheur doivent réapprendre à aimer la vie, doivent réapprendre à avoir confiance en eux, à avoir confiance aux autres, doivent réapprendre à vivre avec leurs défauts. Et pour moi, une Big Bold Beautiful Journey, c'est un très beau film sur ça. C'est pas raconté de manière complexe, ça reste simple, mais c'est simple mais efficace. On reste dans un côté charmant, on reste vraiment quelque chose de prenant dans ce couple qui va se rencontrer, qui va apprendre à s'aimer, guidé par une espèce de destin, le destin qui se résume à un GPS. Mais c'est ça que je trouve excellent, c'est que ça s'assume comme étant un conte de fées, ça s'assume comme étant un conte moderne en fait. Et du coup, ça nous donne plusieurs scènes extrêmement charmantes et ça nous donne aussi des scènes qui jouent avec les couleurs, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, le jeu des couleurs, c'est une beauté mais à couper le souffle. Le film n'hésite pas à aller à fond dans ce qu'il veut faire. Il n'hésite pas à aller à fond pour présenter des concepts, pour présenter des concepts qui paraissent absurdes mais qui, quelque part, sont une manière de faire une introspective sur soi. Je pense à la scène musicale au collège, qui va jusqu'au bout. Je pense à la scène dans le restaurant, où on est confronté un petit peu à son passé, aux fantômes qu'on a mis dans le placard. Et aussi à nos propres besoins, à nos propres blessures. C'est un film qui m'a parlé. C'est un film qui m'a parlé sur les blessures du passé. Sur comment notre passé, comment nos erreurs du passé, comment le fait qu'on n'ait pas su dire les choses, comment le fait que on ait des regrets, comment on a interprété certaines choses et qu'on s'est dit finalement, bah non, c'est parce que je ne savais pas qu'est arrivé telle situation, j'avais pas conscience de telle ou telle situation. Comment vivre, comment apprendre à se reconstruire après un passé qui est marqué de blessures. Parce que c'est ça, le Big Bold Beautiful Journey, c'est deux personnes qui, à cause des blessures de leur passé, ont un peu abandonné l'idée du bonheur, et où ils doivent réapprendre à aimer, ils doivent réapprendre à apprécier les choses de la vie, à apprécier l'amour, quoi. Pour moi, Big Bold Beautiful Journey, ça reste une expérience. Je sais, ça ne plaira pas à tout le monde, j'en ai conscience. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais je pense que ça mérite d'être essayé, ça mérite de lui laisser une chance. Parce que visuellement, ça reste simple, mais prenant. Les couleurs sont portées à leur plus bel éclat. On a des idées visuelles pour représenter telle blessure du passé, pour représenter, pour faire pas une rétrospective, mais pour faire une introspection sur soi. Je pense que c'est ça qui est le meilleur. C'est la meilleure façon de faire une métaphore de l'introspection sur soi avant d'accepter d'aimer à nouveau. Pour moi, c'est ça, Big Bold Beautiful Journey. Et j'en fais peut-être trop avec ce film, hein. J'ai conscience qu'il plaira pas à tout le monde, mais moi, il m'a vraiment touché. Voilà, c'était le top 15 de l'année 2025. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!